Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Didier Roustan. Très honoré, Didier Roustan. Vraiment que vous participiez à cette interview sur notre chaîne. Vraiment très heureux. On remercie Hugo qui a fait le lien. Didier Roustan, vous le voyez régulièrement sur l'équipe du soir, président de l'équipe du soir, mais franchement, un super journaliste. Vous avez été le premier présentateur de Téléfoot. Pas le premier. Bravo. Dans les C'était premiers, il y a longtemps, mais je devais être le quatrième, je pense. Quatrième, voilà, vous étiez dans les premiers. Bon, vous êtes aussi actuellement sur TV5 Monde, c'est ça? Ouais. Vous êtes Ouais, sur ouais. l'équipe avec votre podcast. On peut vous retrouver sur différentes plateformes. Et puis moi, je vous ai connu, c'était il y a longtemps, c'était sur l'émission de l'équipe à l'époque, l'équipe 21. C'était avec Karim Nadjari et Pierre Ménès. Ça ne me rajeunit pas tout ça, mais je vous ai connu comme ça, moi. Ouais, c'était une émission qui était d'abord le lundi et mardi, et puis après qui était quotidienne, qui s'appelait Enfin du foot. Et ça a été, à ma connaissance, la première émission qui parlait de foot à 100%, où on était autour d'une table. Et en plus, il y avait Jean-Pietro Auguste, qui est un journaliste italien qui était correspondant pour la Gazzetta dello Sport à Paris. Et chaque fois, une personnalité du foot, enfin un entraîneur ou un joueur. Voilà. Vous étiez précurseur, mais c'était une très bonne émission. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est une chaîne qui parle de l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette épopée lyonnaise en Coupe d'Europe, cet été d'exploit finalement pour l'OL? J'en ai pensé, comme tout le monde, j'imagine, du bien. Ça a été très laborieux en phase de groupe, avec notamment ce match nul miraculeux de but partout contre Leipzig, et notamment Leipzig qui a une balle de 3-1 et après une balle de 3-2, et c'est Marcelo sur la ligne, et puis après Marsal aussi sur la ligne. C'est un miracle, quoi. Mais après, quand on sort de l'enfer, c'est le cas par exemple en Coupe de France, où on gagne au premier tour au tir au but, on va dire. Parfois, on va loin. Après, c'est très particulier parce qu'il y a ce match aller qui se fait dans des conditions normales contre la Juventus, où bon, la deuxième mi-temps se passe dans le camp lyonnais, la Juve n'est pas trop inspirée, etc. Arrive le Covid. Et après, c'est des choses un peu bizarres. En tout cas, Lyon a su saisir sa chance en s'appuyant sur un système tactique qui est assez minimaliste, on va dire, puisqu'il pense essentiellement à défendre et après à contre-attaquer rapidement. Exactement. Mais comme ils ont eu un très bon milieu de terrain, Aouar, Guimarães, Cacré, qui a fait en sorte, et qu'ils ont eu l'intelligence de jouer en bloc, et puis sur les côtés, effectivement, Cornet a donné des possibilités d'attaque. Ça, mis bout à bout, contre Manchester City, et voilà. Après, il faut que les circonstances soient favorables, puisque Lyon était moins fort que Manchester City, était moins fort que le Bayern. Elles l'ont été contre Manchester City sur des petits détails, et tant mieux. Elles ne l'ont pas été contre le Bayern sur des petits détails où effectivement il aurait fallu… parce que quand on est mené avec cette configuration-là, ça se complique considérablement, quoi. On dit qu'en Coupe d'Europe, enfin c'est Aimé Jacquet qui disait ça quand je regardais la Coupe d'Europe sur Canal+ il y a quelques années. Il disait quand vous ratez des occasions en Coupe d'Europe, c'est fini. Vous ne pouvez pas en Coupe d'Europe rater des occasions, sinon vous le payez cash. C'est un peu ce qui s'est passé à l'OL, c'est un peu ce qui s'est passé aussi contre Manchester City, du côté de Manchester City. Donc au final… Oui. Au final, il a plutôt raison, et a fortiori quand c'est sur un match. Quand c'est match aller-retour, si vous avez raté un peu sur un match, peut-être il y a une deuxième chance. Mais là, bon, après, le Bayern était trop fort. Mais tout ça, en tout cas, ça nous a fait vibrer. Je pense que pour les supporters lyonnais, ils vont voir leur équipe d'une autre manière. Ça va donner un petit peu de temps à Garcia, qui est très critiqué. Comme il a aussi un rôle non négligeable là-dedans, ça va lui laisser un petit peu de temps avant que son nom soit sifflé. Et s'il arrive à faire la bascule, alors ça peut faire une bonne saison. Ouais, ça peut faire une bonne saison, mais c'est l'été de tous les dangers aussi. On sait que là, on vit en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais un syndrome de Cendrillon. Le carrosse qui se transforme en citrouille, puisqu'on va passer du Bayern Munich à Dijon, avec énormément d'incertitudes sur le mercato, qui va jusqu'au 5 octobre. Alors, l'OL se retrouve vraiment dans l'expectative la plus totale. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu
de la saison qui vient, qui va arriver très vite pour l'Olympique Lyonnais, et quels seront pour vous les ingrédients nécessaires pour qu'on reparte de l'avant et qu'on retrouve surtout la Ligue des Champions dès la saison prochaine? Alors oui, c'est difficile de s'avancer puisqu'il y a des joueurs, et pas des moindres, non des moindres, qui vont partir. On sait que pour avoir, c'est acté. Et après, Dembélé ou Depay, ou les deux. Et puis après, il peut y avoir, comme, je sais pas, Cornet a un peu marqué les esprits, il peut y avoir un club qui devient fou et qui met… Leeds, on parle de Leeds avec Bielsa. Voilà. C'est les dernières rumeurs. Exact. Alors, il faut déjà voir quel sera le 11 majeur et ceux qui seront autour tout au long de la saison. Ils ont un avantage considérable, c'est le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe. Donc, ce qui sera le cas des autres prétendants, entre guillemets, que ce soit le PSG bien évidemment, mais aussi l'OM, mais aussi Rennes, ça c'est la Ligue des Champions, et aussi Lille avec la Liga Europa. Et Lille qui a beaucoup de problèmes, je les ai commentés hier pour TV5 Monde aussi, parce qu'ils ont perdu quand même Osimhen. Est-ce que celui qui arrive sera aussi fort? Ils risquent de perdre même leur gardien, et puis Sédic, et puis peut-être Iconé. Donc, ce souci-là de ce long mercato, les soucis ne sont pas que pour Lyon. Moi, je pense qu'ils vont continuer. C'est une dynamique formidable au sein du club, parce que ce n'est pas que les joueurs, ça forme un tout. La difficulté pour eux, qui est la leur depuis au moins 3 saisons, c'est qu'ils sont incapables de faire du jeu ou de se transcender, ou les deux, contre des petites équipes. Exactement. Or là, ils ne vont pas pouvoir jouer, enfin, ils ne vont pas jouer contre Dijon avec 5 gars derrière et on ne sort pas et on sort par intermittence. Là, il faudra produire du jeu. Donc ils ont cet éternel problème parce que Genesio n'a jamais réussi à faire en sorte que Lyon ait une certaine régularité en championnat et en particulier contre les équipes présumées plus faibles. Donc ça en fait au moins 17-18, quoi. Ça fait beaucoup. Et Garcia n'a rien amené non plus, parce qu'on a vu en championnat, même s'il est arrivé en cours de saison, il y avait quand même du matos, mais au niveau du jeu, c'était également… Alors oui, c'est ce projet de jeu, parce qu'on ne va pas parler d'identité de jeu, parce que c'est un peu flou, mais un projet de jeu, où veut en venir l'entraîneur, et c'est ça qu'on n'a pas bien compris avec Garcia. Alors là, il avait trouvé ce fameux 3-5-2 qui était valable, comme vous avez dit, uniquement sur ce Final 8. Mais là, quand il va falloir aller jouer Dijon, qu'il va falloir aller jouer Montpellier, qu'il va falloir aller jouer Lorient sur ce mois de septembre, il va falloir trouver un autre système et surtout une animation. Et est-ce qu'on met les joueurs qui sont en instance de départ sur le terrain? Parce qu'il y a aussi ce risque de blessure, vous voyez, parce que l'OL ne veut pas s'asseoir sur un magot quand même. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses qui font qu'en tant que supporter, on est très, très inquiet. Ben, je pense qu'il y a des raisons de l'être, parce que effectivement, même psychologiquement, Aouar, il va être en discussion avec Manchester City, avec le Real Madrid, avec la Juventus, et il va faire attention de ne pas se blesser. Donc si on n'a pas toute la tête à ce qu'on fait, c'est là que les problèmes commencent. Et puis, il peut jouer avec les 5 derrière. Si Dubois et Cornet ils sont continuellement devant et qu'ils sont capables de faire plus ou moins le va-et-vient, et qu'un des deux centraux arrive à sortir et s'intercaler au milieu de terrain. Le fait d'être 5 derrière ne signifie pas forcément qu'on joue défensif. Oui, vrai, tout dépend après de ce qu'on met derrière. C'est vrai, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais quoi qu'il en soit, la dynamique, ils vont la garder un certain temps. Et puis, de vous à moi, j'ai encore vu hier le match, j'ai vu un peu Bordeaux-Nantes, aujourd'hui encore. C'est très faible. Moi, je veux bien la Ligue des talents. Il faut être lucide. Le niveau est quand même relativement faible. Donc, il faudra un petit peu de temps, mais je pense que le supporter lyonnais, la première chose qu'il a maintenant, c'est de montrer aux joueurs, puisque… Alors, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire au stade, enfin, sauf 5000. Mais quand ils vont à l'entraînement, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, il faut qu'il y ait un élan quand même qui soit plus positif. Moi, je comprends les critiques qu'il y a pu y avoir les saisons dernières par rapport au jeu qui était proposé. Et en plus, je trouve que Jean-Michel Aulas, qui peut être bon dans certains domaines et moins bon dans d'autres,
là, il n'a pas été bon parce que chaque fois que c'était quand même des supporters, des gens qui aiment Lyon, ben, quand il critiquait Genesio, il aurait fallu que Jean-Michel Aulas mette un peu les formes. Et lui, il répondait, mais si vous n'êtes pas content, vous venez pas au stade, mais on n'a pas besoin de vous, ou des choses comme ça. Donc ça a attisé encore plus de rancœur, quoi. Et les gens, ils ont le droit de s'exprimer. Et s'ils sont déçus, alors il y en a certains qui le disent d'une manière qui est pas très soft, je suis d'accord. Mais moi, j'ai trouvé que beaucoup le signalaient avec un certain désarroi. Il n'y avait pas de méchanceté. Les supporters, ils préfèrent évidemment que Lyon réussisse plutôt que l'inverse. Vous savez, moi, je pense de Lyon que c'est un bunker un petit peu. Vous me dites, c'est par rapport aux supporters. On n'a pas le droit de donner vraiment notre opinion. C'est pour ça que cette chaîne, moi, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui donne un petit peu, Ouais. on donne l'avis des supporters. C'est-à-dire, il n'y a pas de langue de bois. Quand vous êtes sur la chaîne du club, vous devez dire que le club est extraordinaire. Sur les réseaux sociaux, il faudrait faire pareil. Oui. Et c'est un petit peu le problème. Et d'année en année, on a l'impression que ça devient de plus en plus un bunker. Et effectivement, vous parliez d'un personnage clivant. C'est Jean-Michel Aulas, d'ailleurs. Vous avez eu un petit clash avec lui dans l'équipe du soir. C'est un petit peu mémorable. Oui, même d'autres. Vous savez, ça fait 44 ans que je fais ce métier. Ouais. Alors, je ne suis pas parfait, je fais peut-être des erreurs, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus honnête possible. Oui. Et il y a des gens, que ce soit joueurs, entraîneurs ou présidents, avec qui j'ai pu avoir des accrochages, Bernard Tapie dans le temps, d'autres. Mais on a réglé ça ou on ne l'a pas réglé. Mais avec Jean-Michel Aulas, en 44 ans, il n'y a qu'une personne qui m'a fait un procès, qu'il a perdu d'ailleurs, c'est Jean-Michel Aulas. C'est pas vraiment des méthodes, je veux dire, ça montre bien effectivement que dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, comme quand il a raccroché au nez pendant l'émission directe, bon là tu peux avoir un coup de sang, c'est pas facile pour lui d'entendre des choses qu'il n'apprécie peut-être pas, mais c'est vrai que bon. Donc il pourrait mettre un procès à Jacques Henriero. Ça pourrait arriver. Oui. Il est un peu, par rapport à ça, un peu dans la même lignée. Mais c'est sûr que lui, Jean-Michel Aulas, comme bon, certains présidents aussi, quoi, le bunker, parce qu'il veut faire ce qu'il veut, de toute manière. Il fait ce qu'il veut. Il a un conseil d'administration, mais il fait passer ce qu'il veut. S'il décide ça, sauf des choses qui sont impossibles, mais il est assez intelligent pour le réaliser. Donc, partant de là, je trouve dommage. Alors, pour les supporters, ils ont aussi le beau rôle, puisqu'eux, ils ne sont pas en première ligne aussi. Bien sûr. Il devrait y avoir un système qui fait que. Alors, on n'est pas encore comme l'Espagne, où ce sont les socios qui élisent le président, mais il devrait y avoir un système quand même où des groupes de supporters, où certains sont un peu représentés et à la limite qui n'aient pas le pouvoir, bon peut-être, mais qui puissent de manière positive être au courant des choses et ramener des choses. Voilà quoi, on peut pas. Là ce que dit Jean-Michel Aulas, c'est qu'il achète certains groupes de supporters, vous savez, avec des abonnements à des prix attractifs, etc. Oui, c'est classique ça. En les conviant notamment à des réunions de pré-saison avec le capitaine, etc. Mais effectivement, on n'a pas l'impression quand même que ce contre-pouvoir que sont les supporters sont bien écoutés. Et ça, c'est vrai, puisque sous Genesio, on ne nous a pas trop écoutés, même si on a dit qu'à la fin, Genesio avait été viré sous la pression des supporters, ce que je ne crois pas. Hein, et voilà. Non, pas sous la pression des supporters, mais ça devenait plus tenable. Il a essayé d'une manière habile de le faire signer après le 1-0 gagné à Rennes, parce qu'on pouvait supposer qu'au retour, ça allait passer et tout. Donc là encore, il est passé en force, parce qu'il n'a pas suivi ce qu'il avait dit. Et il a dit à la fin, boum, boum, boum. Et l'élimination lui a fait tellement mal, et il a quand même compris. Genesio, pour lui, je pense que c'était pratique, parce que Jean-Michel Aulas, il a, à mon sens, ce défaut, c'est qu'il veut intervenir dans tout. Oui, je ne dis pas qu'il intervenait dans le 11 de Genesio. Alors, attendez, ça, moi j'ai croisé un ancien joueur qui est Jérémy Morel, je vais le citer, je l'ai croisé en ville, et il m'a dit, franchement, on a été voir le coach en disant qu'il y avait certains choix qui étaient inadmissibles, et le coach nous a répondu que les choix venaient de plus haut, c'est-à-dire peut-être de Jean-Michel Aulas, voire de Gérard Houllier. Et ça, je l'ai entendu une deuxième fois, c'est-à-dire que
voilà, Gérard Houllier a une grosse patte sur cet Olympique Lyonnais, en tout cas. De toute manière, ce que vous me dites ne m'étonne pas plus que ça, parce que Genesio, pour Aulas, et surtout pour Gérard Houllier, c'était quelque chose, c'était du pain béni, et ça justifie le rôle de Gérard Houllier, qui doit épauler l'entraîneur. Genesio, quand il est perdu, quand il débute, et c'est bien normal, puisqu'il n'a jamais entraîné à ce niveau-là, il va faire des matchs de Coupe d'Europe, etc. Qui il va voir? De qui il a besoin? Il a besoin de Gérard Houllier. S'il y a un crack qui vient comme entraîneur, il n'aura besoin de personne. Mais pire, il va peut-être dire au président, vous êtes formidable dans ce que vous faites, etc. Mais le vestiaire, c'est le vestiaire, donc dorénavant, je ne veux plus vous voir dans les vestiaires. Et vous imaginez ça? C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, comme il veut intervenir dans tout, il faut que, je ne dirais pas que l'entraîneur soit sa marionnette, mais il faut que l'entraîneur soit aux ordres, même dans certains secteurs où c'est l'entraîneur qui... Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Didier Roustan, c'est beaucoup plus compliqué avec Rudy Garcia. Bon, il a été choisi probablement par Gérard Houllier, mais vous le connaissez plus que moi. Rudy Garcia a une forte personnalité, fort caractère, et c'est quelqu'un qui a envie aussi d'intervenir dans les transferts. On a bien vu, là, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin du match, la réaction de Juninho qui a dit que Aouar et Dembélé étaient à vendre. Oui. Et Rudy Garcia lui a dit, a répondu en conférence de presse. Il s'est un peu avancé. Voilà, il s'est un peu avancé. Donc, il y a un petit accrochage quand même, surtout que la plupart du staff est en fin de contrat en 2021. Je pense que ça va être chaud parce que finalement, le tuteur de Rudy Garcia, ça peut être que Juninho aujourd'hui, parce qu'on essaye de le mettre en avant. Oui, oui. Et je pense pas que Rudy Garcia accepte ce tutorat de la part de Juninho. Donc, vous voyez, il y a une espèce aussi c'est-à-dire, Rudy Garcia, c'est un miracle qu'il aille à Lyon, quoi. Après, comment ça s'est passé avec Marseille, la fin avec Marseille, la rivalité Lyon-Marseille, on pensait à tout, sauf à Rudy Garcia. Donc, c'est quelqu'un qui, dans la séduction, dans le parler, etc., est très fort. Et en plus, il avait une force, c'est qu'il est comme ça avec Gérard Houllier. Alors que Laurent Blanc a sa personnalité, etc. Donc là où Rudy Garcia a été fort également, c'est qu'il est arrivé petit bras en disant « Moi, je suis aux ordres, je ne suis là que pour ceci, que pour cela, non, je ne m'occupe pas de ci, non, je ne m'occupe pas de ça. » S'il est en position de force, plus ça va aller, plus il va ronger par-ci, il va grignoter par-là, etc. Et si à un moment il est vraiment en position de force, effectivement, il peut y avoir le clash que vous sous-entendez avec Juninho, et ça sera l'un et ça sera l'autre. Mais Rudy Garcia, il a l'aide aussi de Gérard Houllier. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, que l'entraîneur, et donc ici Rudy Garcia, ait un mot pour les transferts, et son mot à dire, c'est une chose, et ça me paraît légitime, parce que c'est lui qui fait l'équipe, et il peut se battre bec et ongle, mais de manière saine, en disant « Ah non, ok, Aouar part, lui part, mais l'autre, c'est pas possible. Moi, je veux bien ceci, je veux bien cela, mais alors donnez-moi ceci. » Bon, pourquoi pas? Si après il va plus loin et qu'il intervient aussi d'une autre manière dans les transferts, comme il l'a fait à Marseille, par exemple. Avec Marseille, il avait la carte blanche, on a vu. Ouais, aujourd'hui, Strootman, il reste sur le dos de Marseille. Bien sûr. Donc, je pense que l'Olympique Lyonnais ne veut pas lui laisser la carte blanche sur les. Non, il n'aura pas une telle carte blanche comme il l'a eu avec Hérault, c'est sûr. Mais il peut en avoir une plus conséquente, et elle l'est déjà sans doute, que lorsqu'il est arrivé, où il disait « Moi, je ne veux pas d'adjoint de ceci, de cela », et je crois qu'il y en a déjà un ou deux qu'il a fait venir. Si le staff, effectivement, est en fin de contrat, ça va être, lui, il va demander des gens à lui, et après, il peut y avoir des luttes de pouvoir, je ne sais pas, Après, Jean-Michel Aulas, quand même, par rapport à Hérault, il voit les choses arriver de loin, même si, parfois, je l'ai trouvé très naïf dans certaines circonstances, bizarrement. J'ai trouvé que des choses. Dans quelle situation, par exemple? Déjà, Garcia, je trouve que Genesio est une erreur de casting considérable. Qui donne un coup de main sur 3-4 mois, ça se passe bien, il passe en loose day, etc. Et ce truc, ok. Mais après, on aurait dû dire merci. Maintenant, il faut quand même quelqu'un qui est à un certain niveau. Je ne dis pas que Genesio à un mauvais niveau. Mais je dis, avec tous les entraîneurs qu'il y a sur le marché, tous les entraîneurs qui existent, il y avait quand même beaucoup mieux que Genesio pour un club du niveau. Oui, quitte à ce que Genesio
fasse son chemin peut-être dans d'autres clubs et arrive après avec une expérience, une stature et certaines choses qui font qu'il était, parce qu'on progresse aussi dans la vie. Mais là, je trouve, et quand ça se passait mal, il y a quelque chose qui n'allait pas de le garder et de se mettre tout le monde à dos en le gardant. Ça, c'est une chose. Après, donc là, je trouve qu'il a fait une erreur. Mais c'est une erreur stratégique qui était voulue puisque lui, ça l'arrangeait bien et il voulait garder Genesio. Bon, on a compris. La deuxième chose où il y a une erreur, je trouve, c'est de prendre Garcia. Parce que tu sors d'un psychodrame avec les supporters, c'est pas la peine d'en créer un autre. Franchement, Blanc arrivé, avec Gasset, parce qu'il y a toujours cette histoire, est-ce que Blanc sans Gasset? Il y avait les deux, Blanc-Gasset. La rupture est faite, il fallait faire ça. Et bien sûr. Je veux dire, Blanc connaît parfaitement le haut niveau, il connaît parfaitement la Ligue 1, il connaît parfaitement le niveau européen, etc. Et tout. Il a été sélectionneur de l'équipe de France, il a eu quand même des résultats à Bordeaux, même européens, avec le PSG, même là. Tu prends Blanc, qui est un gars de toute manière, qui est aux ordres aussi. C'est pas un rebelle, Blanc. Blanc, si on lui explique, écoutez, de tout temps, le président, à la mi-temps, il vient, puis de temps en temps, il parle un peu. C'est pas Blanc. Certains entraîneurs vont dire non, il parlera plus. Mais il y aura un clash. Mais Blanc va pas dire, Blanc va dire, ok, je suis président, allez-y, tout ça et tout. Mais donc là, il y a eu quelque chose qui m'échappe totalement, de prendre Garcia à la place de Blanc. Alors, je parle, voilà, bon, la justification de Jean-Michel Aulas, à l'époque, et ça l'est toujours, c'est que Garcia arrivait dans l'urgence, c'est-à-dire pour rétablir l'équipe sur un minimum de temps. Parce qu'on partait de loin, avec Silvinho, ça avait été un petit peu cata, même si sous Silvinho, on a quand même été battre le RB Leipzig à Leipzig. Mais bien sûr, Silvinho, on ne sait pas, en lui laissant peut-être du temps, je ne sais pas. Le derby, oui, il a été viré, mais en tout cas, Garcia arrivait pour être un pompier de service, comme il l'a toujours été avec les clubs. Mais Blanc pouvait l'être. Pourquoi Blanc n'aurait pas eu de résultats tout de suite? Selon Jean-Michel Aulas, non. C'était l'urgence de la situation de l'Olympique Lyonnais qui faisait que Rudy Garcia arrivait en tant qu'entraîneur. C'est vrai qu'il y a un grand mystère. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous devez sûrement savoir plus que nous. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Ouais. Celle-là, elle ne tient pas debout. Pompier, Blanc est capable aussi d'avoir des résultats très rapidement. Il y a quelque chose, et c'est pas dire que Blanc avait peut-être moins préparé ou était un peu plus approximatif. Tout ça, c'est du blabla. L'important, c'est quel est le niveau de Blanc, qu'est-ce qu'il a fait. On le sait. Après, il n'a pas besoin d'arriver avec une cravate et dire voilà, j'ai visionné les 40 derniers matchs et j'ai remarqué ceci ou cela. Enfin, tout ça, c'est du cinéma. En plus, Blanc, de ce que je sais, était très motivé puisqu'il est en manque de compétition, d'adrénaline, etc. Il est 18h09, il va falloir que je me prépare parce que je dois partir à l'équipe basket. Tout ça a été très intéressant, je suis désolé. Merci beaucoup Didier Roustan, vraiment, de cette interview. Je suis désolé, mais... Non, mais c'est normal. Et que vous pouvez retrouver dans l'équipe du soir très régulièrement, podcast L'équipe et puis TV5 Monde. Merci beaucoup Didier Roustan. Merci à vous de votre accueil. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, Didier. Ça marche. Portez-vous bien.